Bonjour à tous, bonjour Romu, Salut Laurent, salut à bienvenue pour tous. cette nouvelle vidéo échecs et pédagogie. Alors aujourd'hui, Romu, on va discuter de la technique pour essayer enfin pas pour essayer, mais pour réussir à concrétiser l'avantage d'un pion en finale de tour. Et pour ça, on va s'inspirer d'un des plus grands joueurs de finale de tous les temps, notamment connu pour son talent dans les finales de tour, c'est Akiba Rubinstein. Oui, tout à fait Laurent. Euh, Effectivement, là c'est une partie qui va opposer donc Rubinstein avec les Blancs contre Emmanuel Lasker, qui est une partie qui s'est déroulée à Saint-Pétersbourg en 1909. Donc on peut déjà un peu regarder ce qui se passe dans la position, essayer de donner un peu les éléments importants. Donc on voit tout d'abord que les Blancs ont un pion de plus. Mais les noirs essayent de s'activer au maximum. Vous savez très bien qu'un des principes fondamentaux dans les finales, et surtout dans les finales de tour, c'est l'activation des pièces, de la tour, mais aussi du roi. Donc Lasker espère que grâce à l'activité de son roi et de sa tour qui peut rentrer dans le camp blanc, compenser ce déficit matériel et faire nul. Donc Rubinstein se lance dans la variante forcée, ce qui est le coup évident, c'est tour prend F5 bien évidemment. Lasker répond par tour D1 échec. Donc les blancs ont deux façons de parer cet échec, soit interposer la tour en F1, soit jouer roi F2. Donc comme je viens de le dire, l'activation des pièces est primordiale en finale, et donc c'est sans surprise que Rubinstein a privilégié roi F2. On peut quand même regarder qu'est-ce qui se passe sur tour F1. Sur Ouais, tour F1, tour F1, c'est le coup matérialiste par excellence, hein. Oui, tout à fait, mais le matériel ici ne va pas pouvoir, enfin l'avantage matériel ne va pas pouvoir être s'exprimer, puisque après tour D2, on menace déjà tour prend B2, et après tour B1, tour E2, on voit que la tour noire est vraiment superbement placée sur la deuxième rangée. Elle empêche le roi blanc de s'activer. On attaque bien sûr le pion E3. On condamne la tour blanche à défendre B2. Et malgré les deux pions de moins, les noirs ont de très très bonnes chances de se sauver. Ouais, d'ailleurs, même au lieu du tour E2, on pourrait envisager Oui, d'accumuler des micros avantages comme ça, peut-être jouer roi E6, essayer d'aller chercher le pion E3 avec le roi. Enfin, il y a différentes façons de jouer avec les noirs sans doute, mais ce qu'il faut ouais, comprendre, c'est que celui qui a l'activité est en train de réaliser son avantage. Donc là, avec les noirs, on cherche pas à gagner, bien sûr, mais les noirs vont avoir plus de chances de faire nul que les blancs de gagner finalement, grâce à cette complètement, activité. Donc, complètement. Rubinstein savait tout ça, bien qu'il n'avait pas vu notre vidéo. Qu'est-ce qu'il était fort. Roi F2 donc. Voilà, Donc on joue pour l'activité finalement. on monte le roi et Donc, on rend le pion B2. Donc roi F3, tour prend B2. Et là, un moment très instructif, et ça, ce sont des réflexes qu'il faut vraiment avoir en finale. Donc on l'a déjà dit pas mal de fois depuis le début de la vidéo, l'activité des pièces est vraiment fondamentale. Donc là, qu'est-ce que l'on peut dire? On voit que le roi blanc s'est bien mobilisé, il est en F3, il est proche du pion E qui est le pion passé, qui est en plus pour les blancs. La tour blanche est active, relativement active, mais le problème qui nous complique un peu la vie pour réaliser l'avantage, c'est l'activité de la tour B2. Donc il s'agit d'activer nos propres pièces tout en essayant de rendre passives les pièces adverses. Donc par les deux prochains coups blancs, on va voir que Rubinstein va exactement faire ce qu'on en a dit, à savoir rendre passives les pièces noires. Donc ça, c'est vraiment un passage très très important qu'on vous conseille de bien avoir en tête et de vraiment acquérir comme des réflexes qu'il faut appliquer dans vos propres parties. ouais, ça c'est pas de la théorie des finales de tour, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire là, c'est d'apprendre à bien jouer les finales avant d'aller apprendre par cœur des positions et
des grandes théories. Voilà, il faut savoir traiter ce genre de situation. Et la règle numéro 1, finalement, c'est activité. La règle numéro 2, c'est activité, et ainsi de suite. Donc, le coup dont tu nous parles, c'est le coup tour A5, qui est Bien naturel évidemment. finalement parce que ça défend le pion A2 aussi qui était attaqué, et ça attaque A7, donc ça force le coup tour B7, et on enchaîne. Tu avais annoncé que les 2 prochains coups étaient instructifs, donc on enchaîne directement avec ce coup de tour A6. Parce que la tour sur A6 désormais est sur la case idéale. On part du principe qu'il existe très souvent des cases parfaites en finale de tour. Alors pourquoi cette case est parfaite? Parce qu'on défend notre faiblesse, on attaque un pion faible adverse, et surtout, que fait la tour sur A6? Elle coupe la 6e rangée, et ainsi le roi noir ne peut pas participer, ne peut pas s'activer. Voilà, en fait, c'est une accumulation de petits avantages. Les blancs ont un avantage matériel, ils ont un pion de plus. Et le truc, c'est que juste avoir un pion de plus ne suffit pas forcément pour gagner la partie. Il faut essayer vraiment de faire pencher la balance encore plus en notre faveur. Et donc là, c'est ce qu'il fait en activant sa tour, en activant son roi, mais aussi en empêchant l'activation de la tour noire et du roi. Donc c'est quand on ne sait pas quoi faire, en fait, essayez toujours d'améliorer un peu votre position ou empêcher l'adversaire d'améliorer la sienne. Ça peut pas faire de mal, et normalement ça sera toujours un bon coup. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est impossible de ne pas savoir quoi faire, alors finalement. Exactement. Donc le gros avantage de rendre l'adversaire passif, c'est quoi? C'est justement qu'on va pouvoir, sans avoir à se préoccuper du contre-jeu adverse, puisqu'il n'existe plus, il n'existe pas en tout cas, eh bien on va pouvoir améliorer encore un petit peu plus notre position. Ici, les noirs commencent à faire ce qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire attendre, et les blancs, petit à petit, vont gagner de l'espace, c'est ça? Exactement. Maintenant que la première partie du plan a été réalisée, activer les pièces et avoir mis la tour noire sur B7 et le roi passif, maintenant on peut tranquillement commencer à prendre de l'espace et avancer le pion majoritaire, donc le pion E3, et donc c'est ce qu'il a fait avec E4. Et là, il a attendu avec un coup de tour C7, et maintenant un coup très instructif, le coup H4. Pourquoi il joue H4? Tout simplement pour prendre de l'espace sur l'aile roi et essayer de créer une deuxième faiblesse. Ça aussi, c'est un thème que l'on abordera, à mon avis, très très souvent dans les futures vidéos. Lorsque l'adversaire a une faiblesse, souvent on s'entête à l'attaquer, ce qui bien sûr est normal. L'adversaire va la défendre, on essaye de l'attaquer encore de manière supplémentaire. L'adversaire va être capable de se défendre. Et là, pour faire craquer cette défense, il est souvent utile et inspiré de créer une deuxième faiblesse de façon à un peu disperser les forces défensives et faire craquer la défense. Donc en avançant les pions H et G, il va essayer de créer quelque chose sur l'aile roi, de créer des trous en fait pour que le roi notamment puisse s'infiltrer dans ces trous et pouvoir attaquer les pions sur l'aile roi, puisque sur l'aile dame on voit qu'il peut rien obtenir. La tour attaque le pion, mais la tour noire défend ce pion, on peut pas l'attaquer une fois supplémentaire. Donc c'est sur l'aile roi et bien sûr avec le pion E passé que les blancs vont essayer de faire forcer la décision. Oui, et puis parfois certains de nos élèves nous disent j'ai pensé au principe des deux faiblesses, mais j'ai pas trouvé de deuxième faiblesse. Alors probablement parce que cette expression elle n'est pas totalement correcte, c'est-à-dire que parfois il existe deux faiblesses, mais parfois on pourrait parler plutôt de zones. Donc ici, en jouant à H4, on comprend bien que les pions blancs vont avancer, on cherche à créer un conflit sur une autre zone. On cherche à créer un conflit éloigné de la première zone d'avantage. Donc, tu as parlé de l'aile dame, tu as parlé du pion E passé. Et pour l'instant, ni G7 ni H7 ne sont faibles, mais en allant les provoquer, eh bien, c'est là qu'il va y avoir du conflit. Et c'est donc plus finalement un principe de zone que de faiblesse à proprement parler. Oui. Oui, on allume un peu un feu un peu partout sur l'échiquier, et l'adversaire ne pourra pas éteindre tous les feux à la fois. Donc c'est comme ça qu'on fera craquer la défense. Voilà, parce qu'il faut comprendre que celui qui a les pièces les plus actives peut passer d'un côté à l'autre, peut passer d'une zone à l'autre,
alors que lorsque nos pièces sont passives, traditionnellement, elles manquent de mobilité, et donc elles seront moins rapides pour passer d'une zone à l'autre. Ok, alors voyons ce qui s'est passé plus concrètement, maintenant qu'on en a terminé avec la théorie, on va dire. Donc roi F7, G4, roi F8, roi F4. Les noirs attendent et les blancs améliorent leur position, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, Roi E7, H5. Et là, c'est un moment critique, non pas pour Rubinstein, mais pour Lasker, parce que il est face à un choix difficile, dans la mesure où il doit décider soit de laisser avancer encore plus son adversaire, soit le stopper en jouant H6, mais en créant de nouvelles faiblesses finalement. Oui, c'est ça. Les noirs sont face à un dilemme. Et est-ce qu'ils doivent attendre de manière passive et voir ce que les blancs vont faire, ou est-ce qu'ils essaient d'anticiper un peu la fin du film et peut-être stopper cette avancée sur l'aile roi, cette prise d'espace, en jouant H6. Dans la partie, il a choisi de jouer H6, donc j'imagine qu'il avait quand même conscience que ça affaiblissait la case G6, mais peut-être qu'il est arrivé à la conclusion qu'une défense passive allait juste perdre sans résistance, comme on peut le voir dans la variante qui va suivre. Ouais, alors regardons justement, donc H6 c'était la partie, mais regardons roi F7, que se passe-t-il si les noirs se disent je ne touche ni au pion G ni au pion H, ainsi je ne vais pas créer de faiblesse, et j'attends mon adversaire en quelque sorte. Est-ce que la situation défensive que j'ai créée n'est pas, au-delà d'une certaine passivité, n'est pas une forteresse en quelque sorte? Donc on peut penser que Rubinstein avait prévu de jouer roi F5, on continue d'attendre avec roi E7, G5 on gagne un maximum d'espace, E5 c'est la même chose, donc là vraiment on est parti du principe que les noirs avaient décidé d'attendre et voulaient demander à l'adversaire de montrer ce qu'il avait dans le ventre en quelque sorte. Et donc ici il y a une très jolie idée qui est de jouer G6. On comprend bien que les noirs n'ont pas prévu de prendre en G6 parce que ça nous donnerait accès à cette case et ça nous permettrait d'identifier une deuxième faiblesse sous la forme du pion G7. Et après H6, tour E6 échec et roi D7. Ici, Romu, je crois que tu vas nous parler d'un coup particulièrement spectaculaire, mais surtout très instructif. Oui, donc peut-être si vous souhaitez chercher, vous pouvez mettre sur pause pour voir l'idée très jolie que Rubinstein avait certainement en tête. Et donc n'hésitez pas à chercher si vous le souhaitez. Et pour ceux qui ont besoin d'indices, l'idée est d'utiliser l'avantage d'espace. C'est une manière assez courante d'exploiter l'avantage d'espace. On voit que les blancs ont poussé leur pion jusqu'en G6, donc c'est le roi en F5, la tour en E6. On voit que les noirs sont sur 2 rangées, donc on sent qu'ils sont acculés. Et lorsqu'on a énormément d'espace, vraiment, nos pièces sont vraiment très 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 libres, il faut envisager les sacrifices les plus surprenants. Donc là, il n'y a pas beaucoup de pièces à sacrifier parce que c'est une file à 2 tours, il ne reste plus qu'une tour. Et donc le coup à trouver était évidemment tour F6. Ouais, magnifique, hein. Très joli coup, parce que sacrifier sa dernière pièce, c'est quand même pas courant. Mais comme tu viens très bien de l'expliquer, c'est l'une des grandes méthodes lorsqu'on a l'avantage d'espace, mais que les structures de pions sont imbriquées les unes dans les autres. Et bien le fait de sacrifier une pièce pour obtenir un ou des pions passés, souvent c'est la clé, quoi, hein. C'est comme ça qu'on fait sauter le verrou, parce que dans ce type de position très fermée, justement, l'adversaire s'appuie sur l'idée d'empêcher notre passage, et donc on emploie la manière forte pour déverrouiller la position. Donc après tour F6, ce qu'on comprend aisément, c'est que G prend F6 permet G7, et un pion blanc va faire une promotion, hein, simplement après tour C8, pion prend F6. Voilà, il n'y a pas de moyen d'empêcher F7 puis G8 et une dame apparaît pour les blancs, quoi. Et si jamais après tour F6, faut bien comprendre que tour F6 ne sert pas qu'à sacrifier la tour, évidemment. Si tour F6, roi E8, les noirs essaient d'éviter tour F7, là on arrive dans finalement une autre astuce, une autre technique de réalisation qui est la transformation de l'avantage. Ce qui faisait l'avantage des blancs, entre autres, c'était d'avoir un pion de plus, mais on n'est pas obligé d'avoir un pion d'avance pour gagner une partie, c'est ça, hein? Oui,
ce qu'on me disait souvent quand j'étais plus jeune, c'est l'avantage d'avoir un pion de plus, c'est qu'on peut le rendre quand on veut. Donc là, c'est je le suppose qu'on cas. te conseillait de faire exprès de le rendre, par contre. Oui, tant qu'à faire. Donc là, l'idée, c'est de le rendre pour permettre la promotion grâce à la pénétration du roi noir avec tour F7. Du roi blanc, Donc, ouais. du roi blanc, pardon, excuse-moi. Donc tour F7, Ouais, qui permet ça force. d'échanger les tours et créer le passage en G6. Ouais. Voilà, ça force l'échange, puisque sinon G7 tomberait. Et après E6, roi E7, roi E5, on voit que l'avantage d'espace est resté, par contre. Et on tombe dans cette finale de pions où un pion en arrête 2 sur l'aile roi. Le pion H5 fixe les deux pions en G7 et H6. Donc on sent très bien que le zugzwang va apparaître assez rapidement. Il suffit de stabiliser la position sur l'aile dame et ensuite gagner grâce au zugzwang, comme Laurent, tu es en train de nous le montrer. Et donc là, G5, puis on prend G6, et etc. Voilà, relativement simple pour le niveau des gens qui regardent cette vidéo, probablement. En tout cas, on espère. Mais retenez bien cette technique, en tout cas, à la fois le coup tour F6, comment profiter d'un avantage d'espace dans une structure bloquée. On doit passer souvent par un sacrifice de pièces. Et deuxième technique importante, on ne s'accroche pas à notre pion d'avance comme un doudou, hein, finalement. Il faut être efficace. Voilà, c'est pas parce qu'on a un pion de plus qu'on va gagner grâce à ce pion de plus. Et parfois, la bonne idée, c'est de le rendre pour se faciliter la vie. Voilà. Mais mes élèves en particulier m'entendent souvent dire que le secret de la technique, c'est de se rendre la vie plus facile. Voilà. Si vous voulez gagner en force en conservant les tours sur l'échiquier et votre pion de plus, bon courage, parce que l'adversaire va résister. En revanche, si vous faites preuve de technique et que vous rendez votre matériel pour obtenir une finale de pion triviale, évidemment, vous avez fait preuve de technique, vous vous êtes facilité la vie. Complètement. Okay. Donc probablement Lasker a anticipé ce genre de choses et au lieu de se défendre passivement, eh bien, il a décidé d'arrêter la progression des pions blancs, hein, avec H6. Mais évidemment, comme tu dis souvent, il n'y a jamais de coup sans défaut. Voilà, forcément ça a un prix, ce n'est pas gratuit. Et donc on comprend très bien l'inconvénient du coup H6, on comprend l'idée, c'est freiner l'expansion des pions blancs. L'inconvénient, bien sûr, c'est l'affaiblissement de la case G6, et donc le roi blanc va inévitablement se diriger sur cette case. Donc c'est ce qu'il a essayé de faire avec roi F5. Donc roi F7 empêche roi G6, du moins momentanément. E5, quand on ne sait pas quoi faire, on améliore la position. Donc c'est ce qu'on a fait, on a amélioré le roi, maintenant on avance le pion passé. Là, donc du coup, il faut faire un coup d'attente avec la tour, puisque si le roi va en E7, il y aura roi G6. Donc c'est pour cette raison qu'il joue un coup d'attente. Et tour D6. Donc lui aussi fait, on a l'impression, un coup d'attente, mais l'idée, elle est assez sournoise. Il veut éventuellement rentrer sur la 8e rangée. Oui, et il crée une menace tactique aussi, assez courante dans ce type de finale. C'est-à-dire que on connaît, vous connaissez probablement le principe selon lequel les tours doivent être positionnés derrière le pion passé, que ce soit votre pion passé ou celui de l'adversaire. Mais il y a une autre règle qui, à mon sens, est moins connue, c'est que lorsque le fait de placer la tour derrière le pion passé n'est pas efficace, il faut essayer d'inverser les rôles. C'est-à-dire plutôt que ce soit la tour qui aide le pion, c'est le pion qui va aider la tour. Et pour ça, on met notre tour sur la colonne juste à côté de celle occupée par le pion passé. Donc là, notre pion passé est sur la colonne E, on devrait mettre notre tour soit sur D, soit sur F. Et l'idée, c'est que c'est le pion qui va soutenir la tour. Alors là, ça se voit, mais il ne faut pas perdre de vue que tout ça, ça peut avancer. Et donc, par exemple, après le tour C7, une des idées, c'est d'avoir ici le coup de tour D7 échec, qui va provoquer une nouvelle simplification, un peu comme on a dit précédemment, avec E6. Alors, ici, c'est sous une forme un petit peu tactique, avec beaucoup de guillemets, mais parfois, ça serait E6, le pion E6 avance et permet ensuite à la tour de pénétrer sur la 7e. Donc voilà, ne restez pas bloqué sur l'idée que la tour appartient à ce concept, je dois mettre la tour derrière le pion passé. Si le pion passé est bloqué, la tour est un petit peu inutile parfois derrière le pion. Donc il faut savoir jongler entre ces deux principes, même si évidemment le principe le plus courant,
qu'on rencontre dans la pratique, c'est celui de la tour derrière le pion passé. Donc là, encore une fois, on voit, excuse-moi de te couper, Laurent. Encore une fois, on voit que la tactique apparaît essentiellement grâce à l'avantage d'espace. Ouais. On voit bien que c'est un peu l'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure. Des petites astuces tactiques comme tour F6 tout à l'heure ou là tour D7 ne sont possibles que parce que les blancs ont un roi en F5, un pion en E5, que rien ne bouge chez les noirs. Donc pensez quand vous prenez d'abord de l'espace parce que quand vous ne savez pas forcément quoi faire, améliorez votre position, prenez de l'espace. Et une fois que l'espace est pris, pensez à une solution peut-être orientée plus vers la tactique. Comme tu l'as dit, parfois on essaie de gagner avec son pion de plus, on essaie de placer la tour derrière, etc. Parfois c'est juste avec un petit coup tactique qu'on fait craquer la défense, comme ici avec tour D7. Tout à fait. Bon, Lasker a vu tout ça. Ouais. Il déplace son roi pour ne plus se prendre aussi sur échec. Alors là, il y a eu une petite répétition. Alors, on a découvert, je sais plus dans quel livre, que cette partie était jouée à la cadence de 2h30 pour 37 coups. Alors, puis 1h30 pour 23 coups. Il faut bien comprendre que c'était une autre époque. Aujourd'hui, quand il y a plus de 3 minutes à la pendule, les gens ont l'impression que c'est beaucoup trop long. C'est une partie longue. Voilà, oui. Exactement. Alors nous, c'est pas trop notre truc, le boulette et les parties longues, on préfère voir de beaux échecs. Donc à cette époque-là, on jouait à des parties extrêmement longues, et donc on suppose que la répétition de coups était destinée justement à franchir... Oui, et d'ailleurs, pour illustrer ce que tu viens de dire, Laurent, on peut même parler du coup qui a l'air tentant, roi G6. Donc, si les blancs essayent de gagner la partie rapidement avec ce coup, donc c'est un coup qui a l'air tentant puisque le roi pénètre dans le camp noir, attaque le pion G7, mais les noirs ont à leur disposition le coup tour B4 qui donne du contre-jeu puisqu'il attaque le pion G4. Et là, on rentre dans une position où il va falloir calculer des variantes qui sont, à mon avis, inutiles. On n'est pas obligé de se fatiguer à faire tout ça, parce que là, on imagine roi prend G7, tour prend G4, roi prend H6, comme tour E4, tour A6, certainement, tour prend E5, roi G6. Ok, cette position est certainement gagnante, mais pourquoi rentrer là-dedans alors que l'adversaire ne bouge pas ? Et surtout avec si peu de temps à la pendule. Donc, comme tu l'as très bien dit, il n'y a aucune raison de se précipiter et de tout gâcher sur une faute de calcul éventuelle. Donc, autant répéter les coups et jouer tour à 6 et tranquillement récupérer du temps et finir le travail. Ouais, pouvoir prendre la décision de façon sûre et non pas faire un pari sur le fait qu'on a l'impression que le roi G6 gagne. C'est vrai que quand on est limité par le temps, c'est très risqué, on va dire, de prendre une décision qui va faire changer la position, quoi, on va dire. Il vaut mieux que ce soit mûrement réfléchi, et traditionnellement, le 40e, ou là en l'occurrence le 37e, c'est pas le bon moment pour prendre de telles décisions. Non, mais surtout quand l'adversaire n'a pas de contre-jeu. Ouais. Oui, voilà. Soit on est joueur et on joue à la roulette, soit on essaye de pas donner de contre-jeu quand c'est possible. Bien sûr, il y a des positions où il faut prendre une décision, on n'a pas le choix. Mais là, en l'occurrence, les blancs peuvent attendre tout le temps nécessaire. Donc autant passer le contrôle du 37e en l'occurrence. Donc Lasker attend, on répète les coups, on voit les fuites. Bon, il change un peu, mais c'est ce qu'on avait dit. Voilà, j'ai trop reculé, pardon. Et donc ici, il joue le coup tour C6. Donc il aurait peut-être pu... certains analystes ont montré que tour D8 échec gagné. Il choisit une autre méthode. Il est en train de manger les cases de la tour. On sait que la case D7 sera pas une case idéale pour la tour, parce que quand le roi noir revient en F7, il y a des fourchettes avec E6. La case E7 n'est pas idéale non plus, parce que le roi noir à nouveau va se faire chasser par E6, il sera faible sur la 8e rangée. Donc tour C6, c'est un bon réflexe, quoi, de limiter encore un petit peu plus les possibilités noires. Et maintenant, roi F7. Et donc là, c'est le dernier coup de la partie, Romain. Voilà, le dernier coup de la partie, donc ça peut surprendre parce qu'on on a l'impression qu'on n'a pas spécialement avancé et qu'il y a un statu quo qui s'installe. Mais ici, comme on l'a dit tout à l'heure,
les noirs ne peuvent pas vraiment trop attendre. La tour se fait grignoter les cases les unes après les autres. Le roi est obligé de rester en F7 parce que sinon le roi blanc aimerait aller sur la case G6, mais justement tout à l'heure on a vu que la tentative un peu précipitée d'aller en G6 permettrait le contre-jeu avec tour B4 sur le pion G4. Donc c'est pour cette raison que notre ami Akiba Rubinstein a décidé de jouer le petit coup A3, assez rigolo. Donc prenant la case B4 à la tour. Et ça a provoqué l'abandon du champion du monde Lasker. Oui. Donc Lasker en fait se retrouve en complet zugzang. Tour B4 n'est plus possible. Et que faire? Quels sont les coups à disposition des noirs? Donc il y en a quelques-uns, mais on va voir que chacun des coups perd assez facilement, de manière assez triviale. Donc tour D7, il y a E6. Sur tour E7, il y a le petit coup E6 qui dégage le roi de la case F7, donc roi recule en G8 et maintenant roi G6, menace mat sur la 8e, donc tour E8 obligé. Et là, encore une petite astuce tactique, si on peut appeler ça comme ça, avec E7. Donc bien sûr, le roi est cantonné sur la 8e rangée, la tour est également obligée de rester sur cette 8e, sinon il y a le mat. Et le prochain coup, on va jouer tour D6, tour D8, pour mettre fin à la partie. Très bien. Et donc, autre possibilité, roi E7 ? Oui, roi E7 pour attendre. Donc maintenant, comme on l'a dit, on peut se permettre de jouer roi G6 puisque la tour n'a pas accès à la case B4. Sur le roi F8 qui défend en G7, il y a tour C8 qui dégage le roi de la 8e et qui encaisse le pion G7 au prochain coup, et la partie avec, puisque le pion H6 tomberait aussi. Donc sur roi G6, il faut attendre avec un coup de roi, donc roi D7. Tour D6 échec, bien sûr, pour ne pas perdre de temps. Roi E8 et roi H7. Donc quelle est l'idée de roi H7? C'est s'en prendre au pion G7. L'idée, c'est que notre tour va passer par la 8e rangée en faisant un échec sur la 8e pour ensuite aller sur la case G8 et gagner le pion G7. Donc la variante qui illustre ça parfaitement, c'est roi F8 par exemple, tour D8 échec, roi F7 et tour G8 qui gagne le pion G plus le pion H plus la partie en fait. Plus la partie, ouais. Donc là, on remarque qu'avec la fin de cette variante, on est exactement dans ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, le principe des deux faiblesses, le principe des deux zones, le fait d'avoir gagné énormément d'espace avec les coups G4, H4, H5, eh bien on a provoqué une réaction de l'adversaire et on a bien vu que quasiment quoi qu'il fasse, il y avait toujours un défaut, quoi. Finalement, s'il nous laissait avancer plus loin, on a vu tout à l'heure le sacrifice de la tour avec tour F6, magnifique, et s'il ne nous permet pas d'aller plus loin et qu'il essaie de nous stopper avec H6, il y a un autre défaut. Donc j'ai envie de dire, les noirs devaient choisir entre la peste et le Covid, quoi. Enfin, à l'époque, c'était pas encore le Covid, mais... Oui, c'est un peu ça. Bon, on voit, moi je sais que j'aime bien cette finale et je pense que toi aussi, parce qu'elle illustre... Oui, plutôt côté blanc, effectivement. Même si moi, dans mon expérience personnelle, j'ai malheureusement été plus souvent du côté noir. Mais effectivement, elle illustre parfaitement ce qu'il faut essayer de faire dans les finales. Ne pas se précipiter, accumuler les petits avantages, améliorer sa position, empêcher l'adversaire d'activer ses pièces, de prendre de l'espace, créer une deuxième faiblesse et combiner tout ça et ne pas oublier que souvent la décision peut se faire aussi tactiquement, notamment avec l'avantage d'espace, et essayer de combiner tous ces petits avantages pour ensuite faire craquer la défense. Mais c'est un classique, bien sûr, qu'il faut connaître en tout bon joueur d'échecs qui se respecte. Et j'espère que cette partie va vous éclairer un peu sur les bonnes méthodes à avoir dans les finales de tour. Ouais, pour la réalisation de l'avantage, vraiment une partie très importante. Ouais. Donc merci Romu pour cette magnifique présentation, cette magnifique partie. On espère que vous avez appris beaucoup de choses, que ça va vous aider dans vos propres réalisations techniques. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si ça vous est arrivé à vous aussi d'avoir ce genre de position avec les blancs ou avec les noirs, comme Romu vous a dit. Voilà, on espère que vous aviez plus souvent les blancs, c'est quand même plus agréable. N'hésitez pas aussi éventuellement à nous envoyer
une finale. Si vous avez des questions, vous savez que parfois on analyse sur cette chaîne des parties des followers. Donc si vous avez déjà eu affaire à ce type de finale, si vous avez eu des difficultés à la gagner, ou si vous vous demandez encore si vous auriez pu gagner votre finale, n'hésitez pas à nous envoyer votre position critique ou votre partie et vos commentaires par mail. Et puis si jamais on estime que ça peut servir à beaucoup de monde, voilà, on pourrait analyser pourquoi pas votre fragment de partie en vidéo et en faire profiter tout le monde finalement. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, mais aussi à faire connaître notre chaîne à vos amis qui, comme vous, souhaitent étudier les échecs, progresser et trouver des bonnes méthodes pour leur entraînement. On vous dit à très bientôt. À très vite. Au revoir.